le couteau s'enfonça dans mon ventre comme une caresse traîtresse, tiède et implacable, et je sentis mon sang se répandre sur le carrelage froid de l'appartement haussmannien, ce sang qui criait déjà le nom de ceux qui m'avaient vendu. Dans l'instant où mes poumons se remplirent de bulles écarlates, je revis leur visage, celui de Julien, mon amant au sourire de velours, et celui de Claire, ma sœur de cœur, qui riait encore en essuyant la lame. Pour l'héritage, ma chérie, avait-elle murmuré, et le monde s'était éteint en un éclat de rire étouffé. Mais la mort n'est pas une fin, elle est une porte verrouillée que l'on force, et quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais à cette table de dîner, il y a 5 ans, où grand-mère posait sa question fatidique. Au dîner, grand-mère a demandé, les virements mensuels t'aident pour la fac? Mes parents ont blêmi, et moi, Élise Moreau, j'ai senti le temps se figer comme un vinyle rayé. C'était ce soir-là, dans la salle à manger au lambris sombre de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine, que tout avait commencé à se fissurer. Les lustres en cristal diffusaient une lumière jaunâtre, soulignant les rides inquiètes sur le visage de maman, et la main de papa qui serrait son verre de Bordeaux un peu trop fort. Grand-mère, avec son chignon impeccable et son collier de perles hérité de l'aristocratie provinciale, attendait une réponse innocente, ignorant que ces mots venaient de réveiller un fantôme en moi. Je n'étais pas censé être là. Pas cette version de moi, du moins. 5 ans plus tôt, j'étais une étudiante en littérature à la Sorbonne, insouciante, rêvant de romans maudits et de nuits parisiennes arrosées de pastis. Mais la vie ou plutôt la mort m'avait renvoyé en arrière, dans ce corps de 22 ans, avec tous les souvenirs gravés comme des tatouages indélébiles. Le meurtre, la trahison, l'héritage empoisonné de la famille Moreau. Julien et Claire n'étaient que les exécuteurs, les véritables marionnettistes étaient assis en face de moi, mes propres parents, qui avaient ourdi le complot pour s'approprier la fortune de grand-mère. Et maintenant, je revenais, non pour pardonner, mais pour disséquer, lame par lame, chaque mensonge qui m'avait conduite à la tombe. Le choc de la résurrection fut viscéral. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une rage pure, distillée comme un absinthe interdite. Je fixai mes parents, leur sourire forcé masquant le gouffre. Oui, grand-mère, répondis-je d'une voix que je forçais à rester douce, c'est une aide précieuse. Sans ça, je ne sais pas comment je ferais. Maman hocha la tête, un tic nerveux au coin de la bouche, tandis que papa tout sautait dans son napkin. Ils pensaient que j'étais encore leur petite fille naïve, celle qui gobait les histoires de difficultés financières pour justifier les dettes qu'ils accumulaient au casino de Deauville. Mais je savais tout, les virements détournés, les faux comptes offshore à Monaco, le plan pour m'éliminer comme un pion gênant, afin que l'héritage de grand-mère, ses vignobles en Bordelais et les immeubles parisiens tombent directement entre leurs mains avides. Ce soir-là, après le dîner, je montai dans ma chambre, les murs tapissés de livres jaunis par le temps, et je laissai les larmes couler pour la première fois depuis ma mort. Pas de chagrin pour moi-même, mais pour la Élise d'avant, celle qui avait aimé Julien avec une ferveur de midinette, qui avait confié à Claire ses secrets les plus intimes. Ils étaient les amants de mes parents, payés pour me surveiller, pour me pousser vers la folie apparente qui justifierait mon suicide. Le twist final de leur trahison, Julien m'avait séduite pour me droguer subtilement, Claire pour me noyer dans les dettes fictives. Et moi, idiote, j'avais cru à leur affection jusqu'à ce que le couteau tranche net. Mais la renaissance n'apporte pas que la mémoire, elle forge une arme. Allongé sur mon lit, je traçais mentalement les premiers pas de ma vengeance. Pas une explosion brutale, oh non, cela serait trop vulgaire, trop américain. Ma revanche serait française, élégante, insidieuse, imprégnée de ce cynisme proustien qui ronge l'âme avant le corps. Je commencerai par infiltrer leurs secrets, un fil à la fois. Demain, j'irai à la banque familiale, prétextant un stage d'été. J'apprendrai à falsifier, à manipuler, à devenir le poison qu'ils avaient instillé en moi. Les jours suivants se muèrent en un balai de faux-semblants. Paris bruissait sous une canicule inhabituelle, les quais de Seine miroitant comme un miroir brisé. À la Sorbonne, je croisai Julien pour la première fois de cette vie revisitée. Il était là, adossé à un platane du Luxembourg, son sourire carnassier illuminé par le soleil filtré. « Élise. Ça fait une éternité, lança-t-il, et mon estomac se noua au nom de désir, mais de dégoût anticipé. Je lui rendis un sourire radieux, le cœur battant au rythme d'une valse macabre. « Julien, mon vieux loup. Allons boire un café, j'ai tant à te raconter. » Tandis que nous nous installions aux terrasses du Flore, je le sondais subtilement, laissant couler des mensonges sucrés sur mes ambitions littéraires pour masquer ma soif de vérité. Il mordit à l'hameçon, comme toujours. Parla de ses projets en finance,
omettant les pots de vin que mes parents lui versaient pour ses services. Je hochais la tête, riant à ses blagues fades, mais intérieurement, je notais chaque faille, son addiction au jeu, son appartement luxueux financé par des prêts usuraires. Claire surgit plus tard, cette vipère aux cheveux de feu, feignant la surprise. « Maëlys chérie. On fête les retrouvailles ?» Son étreinte était un serpent froid, et je la serrais en retour, imaginant déjà ses cris quand je révélerais ses adultères avec papa. Oh oui, même cela, j'avais appris dans ma mort, les amants étaient aussi des amants familiaux, un inceste moral qui rongeait les fondations des moraux. La première décision controversée vint vite. Pour tester les eaux, je falsifiai un virement mineur depuis le compte de grand-mère, prétextant un oubli administratif. 100 € versés à une association caritative anonyme leur pour alerter sans alarmer. Mes parents paniquèrent le soir même, fouillant mes affaires sous couvert de discussions parentales. « Élise, as-tu touché au compte ?» demanda maman, ses yeux fuyant comme un rat dans les égouts de Belleville. Je feignis l'innocence, moi ? Jamais. Peut-être un hack, avec tous ces cybercriminels. Leur soulagement fut palpable, mais je vis la graine du doute plantée. C'était le début, éroder leur confiance, les forcer à se trahir mutuellement. Au fil des semaines, je tissais ma toile. Inscrite à un cours d'informatique clandestine à Bastille, ceux que fréquentent les hackers de la rive gauche, j'appris à craquer les mots de passe, à tracer les flux financiers invisibles. Les nuits, dans ma chambre, je compulsais les dossiers volés de la banque, des millions détournés, des propriétés hypothéquées pour des dettes de jeu. Grand-mère, innocente octogénaire, continuait ses virements, ignorant que son petit-fils préféré au papa les siphonnait vers des comptes au Caïman. Le secret enterré ? Un faux testament qu'ils avaient forgé 5 ans plus tôt, me déshéritant au profit d'un accident planifié. Mais la tension montait. Julien devint plus pressant, ses invitations à des dîners intimes masquant ses ordres. « Tes parents s'inquiètent pour toi, Élise. Ils disent que tu es instable. » Je riais, le laissant croire à sa supériorité, tout en enregistrant nos conversations sur un téléphone jetable. Claire, jalouse, commença à me harceler de messages. « Rejoins-nous ce soir au Baron. Oublie tes livres poussiéreux. » Le Baron, ce club sélect des Champs-Élysées où les élites se vautraient dans le vice. J'y allais, vêtu d'une robe noire moulante, et là, sous les stroboscopes, je les vis, mes parents, enlacés avec leurs complices, négociant mon avenir comme une part de gâteau au chocolat. C'était le moment. Ivre de haine, je m'approchai, un verre de champagne empoisonné de vérité à la main. À la famille, toastai-je, et leurs yeux s'écarquillèrent quand je laissai tomber la bombe, un extrait de relevé bancaire, projeté sur mon téléphone. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le jazz lancinant. Julien pâlit, Claire jura, et mes parents. Oh, ils implorèrent. C'est pour ton bien, Élise. Pour nous protéger tous. Protéger ? De quoi ? De la ruine qu'ils avaient eux-mêmes creusée. Cette nuit-là, je rentrai seul, le cœur gonflé d'un triomphe amer. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente, et la mienne venait de croiser un chemin imprévu. Dans le métro bondé, un appel anonyme, « Mademoiselle Moreau ? Votre grand-mère est en danger. Venez à l'hôpital. » Mon sang se glaça. Était-ce un piège ? Ou le premier craquement de leur façade ? Je courus sous la pluie battante, les rues de Paris se muant en labyrinthe de trahison. À l'hôpital Saint-Louis, je trouvai grand-mère, pâle mais lucide, un cathéter au bras. « Élise, ma petite. Ils essaient de me faire taire. Le testament. C'est faux. » Ces mots étaient un feu de paille, et je sus alors que ma renaissance n'était pas solitaire, une alliée inattendue émergeait des ombres. La chambre d'hôpital puait le désinfectant et les regrets rances, un parfum si typiquement français qu'il me rappela les enterrements de province où l'on noie la peine dans du calvados tiède. Grand-mère, Adélaïde de la Roche, gisait là, ses veines bleues saillantes sous la peau translucide, mais ses yeux d'aigle bordelais brillaient d'une intelligence acérée. « Assieds-toi, Élise. Et écoute, car le temps nous est compté. » Sa voix était un murmure rauque, lesté par des décennies de secrets viticoles et d'intrigues familiales. Je m'exécutai, tirant une chaise en plastique qui grinça comme un aveu. Ce qu'elle me révéla cette nuit-là surpassa même les horreurs de ma mort précédente. Le mensonge mensuel n'était que la pointe de l'iceberg. Papa, mon propre père, Henri Moreau, n'était pas le fils légitime d'Adélaïde. Un bâtard, conçu lors d'une liaison scandaleuse avec un ouvrier des vignes en 1958,
pendant les troubles de la guerre d'Algérie qui avaient poussé la famille à se réfugier en métropole. Pour protéger la réputation, Adélaïde l'avait reconnu, mais le vrai héritier, un cousin éloigné, mort dans un accident suspect en 1972, avait laissé un testament codicile la nommant unique bénéficiaire. Mes parents, flairant l'odeur du scandale, avaient comploté pour effacer les traces, faux papiers, virements occultes, et finalement, l'élimination de quiconque menaçait l'illusion. Et toi, ma chérie, souffla-t-elle, serrant ma main, tu étais leur bouc émissaire. Ils t'ont élevé pour que tu sois la parfaite couverture, l'étudiante fauchée, dépendante de mes largesses. Quand j'ai commencé à douter, ils ont appelé leur chien de garde. Julien et Claire, bien sûr. Mais il y avait plus, un réseau, un clan d'avocats véreux à la Cour de cassation, des notaires corrompus dans le 7e arrondissement. La France des apparences, où le Code civil protège les forts et étouffe les faibles. Je quittais l'hôpital à l'aube, le Seine coulant comme une veine ouverte sous le Pont-Neuf. Ma vengeance prenait forme, non plus une vendetta personnelle, mais une purge systématique. Première étape controversée, je contactai un privé, un ex-flic déchu nommé Duval, rencontré dans les bas-fonds de Pigalle lors de ma vie antérieure. Je veux des preuves irréfutables, lui dis-je au téléphone, ma voix masquée par un filtre vocal. Sur les moraux. Tout. Il rit, un aboiement de hyène. Ça coûtera cher, mademoiselle. Et dangereux. Dangereux? J'avais déjà dansé avec la mort, maintenant, c'était mon partenaire de valse. Les semaines suivantes furent un tourbillon de duplicité. À la fac, je maintenais la façade, séminaire sur Baudelaire, où je disséquais les fleurs du mal comme un présage de ma propre fleur empoisonnée. Julien me courtisait avec une ardeur renouvelée, ignorant que j'avais piraté son téléphone ou des textos explicites à maman, des plans pour neutraliser la vieille. Claire, plus subtile, m'invita à un week-end à Deauville, prétextant une réconciliation féminine. J'acceptai, emportant un enregistreur dissimulé dans mon sac Hermès contrefait. La villa familiale, face à la mer normande battue par les vents, était un nid de vipères, dîners arrosés de cidre, confidences chuchotées sur les terrasses. C'est là que je frappai le premier coup. Le soir du deuxième jour, alors que la brume enveloppait les dunes, je confrontai Claire en privé. « Dis-moi, sœur, murmurai-je, versant du vin dans nos verres, sais-tu que Julien couche avec maman depuis 2 ans ?» Son visage se décomposa, un masque de porcelaine fêlé. « Mensonge. Tu es folle. » Mais je jouai l'enregistrement, ses gémissements étouffés, mêlés à ceux de maman. Claire s'effondra, sanglotant, et dans sa fureur, elle lâcha tout, le plan pour me faire interner, les drogues dans mon café, l'idée du couteau comme merci Kilou pour éviter le scandale. C'était pour l'argent, Élise. Pour nous sauver toutes. Nous sauver? La ironie me fit rire, un son hystérique qui résonna dans la nuit. Au lieu de la tuer aux temptations fortes, car mes mains tremblaient d'envie, je la brisai autrement. Rejoins-moi, ou je balance tout aux flics. Elle choisit la trahison des traîtres, devint mon espionne, alimentant mes dossiers de preuves. Décision controversée, diront certains, pactisée avec le diable pour mieux l'abattre. Mais en France, la morale est un luxe, la survie, un art. De retour à Paris, l'escalade. Papa, sentant le vent tourner, tenta de m'approcher. Un déjeuner au Plaza Athénée, où les serveurs glissaient comme des ombres. Élise, ma fille, tu sembles distante. Parle-moi. Ses yeux de renard roux, fouillaient les miens. Je souris, piquant dans mon foie gras. Juste la pression des examens, papa. Et ses virements. Grand-mère en parle souvent. Il blêmit, comme ce soir fatidique, et je vis la sueur perler. Ce soir-là, je hackais son ordinateur, des emails à un avocat, plan pour empoisonner Adélaïde via son médicament. Le twist, il impliquait Julien dans l'exécution, promettant une part du butin. La tension culmina lors d'une réception mondaine au Louvre, sous les voûtes de la cour carrée. Élite en smoking, robe de soie bruissant comme des secrets. Mes parents y paradis, Julien à leurs bras comme un gigolo patenté. Je m'y glissais, une perle noire dans l'océan de paillettes, et là, au milieu des toasts au foie gras, je lâchais une rumeur subtile, avez-vous entendu? Les moraux ont des problèmes fiscaux. Des audits en cours. Les murmures s'amplifièrent, des investisseurs potentiels se retirant comme des marées. Papa me traîna dans un alcôve, que as-tu fait, sorcière? Je ris doucement. Rien que tu n'aies prévu pour moi. Mais la vraie tempête gronda quand grand-mère fut kidnappée ou du moins,
c'est ce que les journaux titrèrent le lendemain. En réalité, mes parents l'avaient fait interner dans une clinique privée à Versailles, sous prétexte de démence sénile. J'appris la nouvelle par un appel de Duval, ils ont falsifié les papiers. Elle est sous sédatif. La rage me consuma. Conduisant ma vieille 2CV cabossée vers les portes de la clinique, je franchis la ligne, armé d'un badge volé et d'un spray au poivre, je m'infiltrai. Dans la chambre stérile, Adélaïde gisait, un spectre. Élise. Sauve-moi. Je la sortis de là, un enlèvement en miroir, et nous filâmes vers un safe house à Montmartre, loué sous un faux nom. Les poursuites commencèrent. Police alertée par les complices, Julien à mes trousses avec des malfrats de banlieue. Paris devint un échiquier, course-poursuite le long des boulevards Haussmann, embuscade dans les catacombes oubliées. Claire trahit à nouveau, vendant mon emplacement pour une somme misérable. Décision fatidique, je l'épargnai une fois de plus, mais pas sans marque, un anonyme dépôt de plainte pour proxénétisme, exposant ses nuits au baron. Elle finit en garde à vue, brisée, suppliant mon pardon par messages effacés. Au cœur de cette frénésie, un moment de doute. Dans le safe house, grand-mère me confia un secret plus sombre, ton père. Il sait pour ton retour. Il t'a vu, Élise, dans un flash de lucidité. Il pense que tu es possédé. Possédé? Peut-être. La Renaissance m'avait changé, mes rêves étaient hantés par des visions de ma mort, des boucles infinies où je mourrais encore et encore. Était-ce vengeance ou folie? La frontière s'estompait, comme les brumes de la Loire. Les catacombes sous Paris sont un tombeau vivant, un dédale d'os blanchis et de murmures éternels, où les rats dansent la gigue sur les crânes des révolutionnaires. C'est là que je me cachais avec grand-mère, dans une galerie oubliée près de d'Enfer Rochereau, éclairée par une lanterne vacillante qui projetait des ombres comme des fantômes de la terreur. Adélaïde, malgré ses 82 ans, tenait bon, nourrie de pain sec et de vin volé, ses yeux pétillants d'une vitalité vengeresse. Nous sommes des de la Roche, Élise. Le sang des vendanges ne coule pas en vain. Ces mots étaient un baume, mais la réalité nous rongeait, dehors, la traque s'intensifiait, les flics corrompus de papa fouillant les bas-fonds. Julien fut le premier à tomber dans mon piège. J'avais laissé une piste false, un message codé sur son téléphone, l'attirant dans les tunnels avec la promesse d'une rançon pour Adélaïde. Il descendit, armé d'un pistolet volé ou illégal, bien sûr, mais en France, les bourgeois ont leurs moyens noirs. Je l'attendais, dissimulé derrière un mur d'humérus empilé, un tasé artisanal à la main. Quand il passa, je frappai, décharge électrique, et il s'effondra, convulsionnant comme un poisson sur le quai d'Orsay. Julien, mon amour, susurrai-je en le ligotant avec des câbles de la RATP, rappelle-toi notre première nuit? Tu m'as promis l'éternité. Voici la mienne. Son réveil fut pathétique, yeux exorbités, plainte larmoyante. Élise, c'est une erreur. Tes parents. Ils m'ont forcé. Forcé? Je ris, un écho sinistre dans les voûtes. Puis je le brisai, lecture des preuves, ces emails crapuleux, ces photos compromettantes avec la famille entière. Chante, ou je te laisse au rat. Il chanta, nom d'avocat, compte bancaire, même le notaire qui avait scellé le faux testament. En échange de sa vie, je l'enregistrai une confession vidéo, diffusée anonymement sur un forum dark web. Décision controversée, le laisser vivre, marqué à vie. Il boiterait, littéralement, après que j'eus brisé son genou d'un coup de barre de fer. Pour la caresse du couteau, expliquai-je. Avec ces preuves, je passai à l'offensive. De retour en surface, via des contacts de Duval, un réseau de syndicalistes méfiants des élites, je contactai Le Monde. Une fuite anonyme, scandale financier chez les Moreau, détournement d'héritage et enlèvement présumé. Les gros titres éclatèrent comme des pétards du 14 juillet. Papa, acculé, convoqua une conférence de presse dans notre hôtel particulier de Neuilly, jurant l'innocence, mais ses yeux trahissaient la panique. Maman, hystérique, avala une poignée de Xanax, finissant aux urgences avec une overdose théâtrale. Claire, libérée sous caution, tenta une alliance désespérée. Elle me pista jusqu'à un café du Marais, où je sirotais un expresso noir comme mon âme. Élise, arrête. Ils vont te tuer. Son maquillage coulait, un clown tragique. Je la fixai, pesant le choix, la tuer ici, dans l'ombre des hôtels particuliers, ou l'utiliser une dernière fois. Apporte-moi les originaux du testament. Ce soir, au Père-Lachaise. Le cimetière, ironie suprême,
où gisaient les poètes maudits que j'aimais tant. La nuit au Père-Lachaise fut un opéra de tension. La lune baignait les tombes de Baudelaire et Oscar Wilde d'une lueur spectrale, et Claire arriva, tremblante, un dossier sous le bras. Mais elle n'était pas seule, papa surgit des allées, flanqué de 2 gorilles en costard. Finissons en Élise. Son pistolet luisait, un Beretta importé d'Italie au goût français pour l'exotisme mortel. Claire hurla, je t'ai trahi encore. Oui, elle avait vendu la mèche pour sa peau. La fusillade fut brève, chaotique. Je roulais derrière une stèle d'Allan Kardec, tirant au tasé sur un gorille tandis que l'autre chargeait. Grand-mère, restée en retrait, lança une pierre aux l'ancêtre combative. Distrayant papa. Il tira, manqua, et je bondis, le plaquant au sol parmi les chrysanthèmes fanés. Pourquoi, père? Pour l'argent? Il cracha, pour le nom. Tu n'es rien, une erreur comme moi. Ces mots me transpercèrent plus que la balle effleurant mon épaule. Dans la lutte, son arme partit, une balle dans la cuisse de Claire, qui s'effondra en gémissant. La police arriva, alertée par des touristes noctambules. Papa arrêté, menotté comme un vulgaire pickpocket des champs. Moi, je m'évanouis dans la nuit, emportant grand-mère vers un train pour Bordeaux. Les vignobles nous attendaient, refuge ancestral. Mais la victoire était amère, maman, apprenant l'arrestation, se suicida dans sa cellule capitonnée, avalant du verre pilé dans un geste de diva opératique. Était-ce justice ou regret? La presse titra, drame familial, la malédiction des Moreau. Pourtant, le nœud n'était pas défait. Dans le TGV filant vers le sud-ouest, Adélaïde me révéla le twist, le vrai testament n'est pas chez le notaire. Il est caché dans les caves de Château-Roche, sous une cuvée de 1947. Et plus, papa n'était pas le seul bâtard. Moi non plus. Ta mère. Elle t'a conçu avec Julien, Élise. Un secret pour me piéger. Le monde vacilla. Mon amant, mon bourreau, mon père? La nausée me submergea, un vomissement de bile et de trahison. À Bordeaux, sous les chênes centenaires, nous fouillâmes les caves humides, lanternes dansant sur les fûts de chêne. Le document jauni confirma tout, l'héritage me revenait, à moi, la fille du péché. Mais avec lui, une malédiction, des dettes occultes, des ennemis dans les cercles vignerons. La vengeance se muait en couronne d'épines. Julien, libéré sous caution, m'envoya un message, nous sommes du même sang. Rejoins-moi. Refus. Au lieu, je le piégeai, une convocation anonyme à la cave, où Duval et ses hommes l'attendaient. Il y mourut, pas par ma main, mais par une chute accidentelle dans un pressoir justice poétique, 100%. La tension culmina lors du procès, à la cour d'assises de la Gironde. Papa, enchaîné, hurla sa version, elle est le démon. Ressuscité pour nous détruire. Les jurés, provinciaux superstitieux, murmurèrent. Mes preuves aux confessions, documents étaient accablantes, mais ma décision controversée pesa, j'avouai l'enlèvement de grand-mère, plaidant la légitime défense. Acquitté, mais marqué comme paria. La presse nationale me traqua, la fille maudite des vignes. Les vendanges de 2025 furent un carnage rouge, non pas de raisin, mais de réputation piétinée sous les bottes des vendangeurs. Château-Roche, ce bastion de pierre ocre dominant la vallée de la Garonne, devint mon fortin, mais aussi ma prison dorée. Grand-mère, rétablie par l'air iodé de l'Atlantique, supervisait les cuves avec une vigueur de matrone impériale, dictant les assemblages comme des édits royaux. Le merlot pour la structure, le cabernet pour la rage, disait-elle, et je hochais la tête, masquant le chaos en moi. Le twist de ma paternité où Julien comme géniteur rongeait mes nuits, un verre dans le fruit de ma renaissance. La société se déchaîna. Paris Match titra, Élise Moreau, héritière ou sorcière? Les salons littéraires que j'affectionnais autrefois me fermèrent leurs portes, me taxant d'opportuniste. Mais la vraie menace vint des ombres, les associés de papa, ces banquiers au col dur de la BNP à Bordeaux, lancèrent des poursuites pour fraude successorale. Ils savaient pour le testament caché, et pire, pour les dettes, 20 millions d'euros, accumulés en spéculation hasardeuse sur le vin primeur. Ma décision controversée? Liquider les actifs familiaux ou vendre une partie des vignes à un consortium chinois anonyme. Grand-mère pleura, c'est trahir nos ancêtres. Mais survivre, c'est renier. Julien, ou plutôt mon père, avait survécu à sa chute, estropié mes vivants, et depuis une clinique privée à Pau, il ourdit sa revanche. Des lettres anonymes arrivèrent, photos de moi enfant,
superposées à des images de sa jeunesse, avec des légendes venimeuses, le sang appelle le sang. Il contacta la presse People, révélant l'inceste consanguin non pas pour me détruire, mais pour me forcer à négocier. Partage l'héritage, ou le monde saura que tu es né du viol. Mensonge? Vérité? La nausée revint, un poison lent. Claire, miraculeusement guérie de sa balle, émergea des abysses. Libérée, ruinée, elle squatta un studio à La Rochelle, vivant de menues fraudes. Elle m'écrivit, je sais pour Julien. Laisse-moi t'aider à le faire taire. Alliance fragile, forgée dans le désespoir. Elle infiltra sa clinique, posant des micros dans sa chambre. Ce qu'on entendit glaça, plan pour m'assassiner à nouveau, via un empoisonnement au thallium dans mon prochain verre de pomerol. Comme sa mère, ricana-t-il. Ma mère, tuée par lui après ma conception? Le cercle se refermait, une spirale de méduses. La confrontation fut orchestrée comme un opéra wagnérien. J'invitai Julien en chaise roulante, pathétique relique à Château-Roche pour une trêve familiale. Grand-mère refusa de venir, c'est ton démon, Élise. Affronte-le seul. Sous les arcades de la salle des barriques, entouré de fûts murmurants, il roula vers moi, ses yeux et mes yeux brillants de haine. Fille? Ou monstre? Je servis du vin, un 1982 exceptionnel, et nous trinquâmes à l'ironie. Puis, jouant l'enregistrement de Claire, ses aveux, ses rires cruels. Il blêmit. Tu ne peux pas me tuer. Pas ton sang. Non, pas tuer. Brisé. Je révélai mon propre twist, j'avais falsifié des preuves pour le lier à la mort de maman, un suicide maquillé, en réalité un étranglement. Les flics, alertés par Duval, déferlèrent. Julien hurla, se débattant dans sa chaise comme un pantin cassé. Ressuscité. Tu es morte, Élise. Je t'ai vu saigner. Les gardes le traînèrent, et pour la première fois, je vis la peur vraie, viscérale dans ses yeux. Procès express, perpétuité pour meurtre multiple. La France, terre de guillotine oubliée, opta pour la cage. Mais la victoire pyrrhique. Les dettes pressaient, les vendanges pourries par un mildiou précoce. Grand-mère, sentant sa faim, me convoqua dans la chapelle familiale. Élise, la vengeance t'a sauvée, mais elle t'a vidé. Prends l'héritage, mais rends-le pur. Elle mourut cette nuit-là, paisiblement, un sourire aux lèvres, laissant un codicille, le domaine à une fondation pour jeunes artistes démunis. Ironie, mes études en littérature, mon rêve d'avant, revivaient à travers elle. Claire, loyale par peur, m'aida à restructurer, vente partielle, partenariats éthiques. Mais la tension persista. Papa, en prison à Fresnes, attira des codétenus ou des truands marseillais pour une évasion fantôme. Un soir d'orage, ils attaquèrent le château, coup de feu dans la nuit, vendangeurs armés de fourches. Je tirai au oui, moi, l'intellectuel abattant un assaillant d'une balle dans l'épaule. Décision controversée, laisser papa s'échapper, pour le traquer moi-même. Il fuit vers les Pyrénées, un fantôme boiteux. La chasse fut un périple sudiste, de Biarritz au col basque, sous une pluie battante qui lavait les péchés. À Saint-Jean-de-Luz, je le coinçai dans une auberge basque, fumant une pipe devant la mer déchaînée. Finissons en « père ». Il rit, amer. Tu es comme moi, un menteur né. Confession finale, le meurtre initial, motivé non par l'argent seul, mais par la jalousie, il haïssait ma pureté, fruit d'un amour qu'il n'avait jamais connu. Je ne le tuais pas, appelez les gendarmes. Retour en cage, brisé. Pourtant, le vide persistait. Paris m'appelait, mais changé. J'y retournai, achetant un appartement rue de Rivoli, écrivant mon roman, une fiction inspirée des faits, un best-seller controversé qui fit scandale à la foire du livre. Les critiques hurlèrent, autobiographie masquée ou calomnie. Mais les ventes coulèrent comme le vin. L'aube sur Bordeaux est un mensonge doux amer, le soleil dore les flots de la Garonne, masquant les tourbillons de limon en dessous, comme les sourires parisiens cachent les couteaux. 2 ans après la purge, Château-Roche prospérait sous la bannière de la Fondation Atelier d'écriture pour étudiants fauchés, vigne bio irriguée par des rêves plutôt que par des dettes. Moi, Élise Moreau, héritière maudite, je vivais en ermite relatif, dictant mes chapitres depuis une tour Renaissance, un chat noir ronronnant à mes pieds. La vengeance accomplie, mais à quel prix? Mes mains, lavées dans le sang métaphorique, portaient encore les stigmates, cauchemar où je mourais, ressuscitais, en boucle infinie.
Le twist final vint comme un écho du passé. Une lettre, postée de Fresnes, de papa, agonisant d'un cancer foudroyant. Viens, Élise. Avant la fin. Je partis, conduite par un mélange de pitié et de curiosité morbide. La prison était un purgatoire de béton, odeur de sueur et de désespoir. Dans la salle des visites, séparé par une vitre blindée, il ressemblait à un spectre, joue creuse, yeux caves. Je t'ai aimé, à ma façon, croassa-t-il. Mensonge? Peut-être. Puis, le choc, le vrai secret. Ta renaissance. Je l'ai provoqué. Folie? Non. Il avoua, lors de mon meurtre, il avait injecté un sérum expérimental ou un dérivé de recherches occultes sur la cryonie, volé à un labo de l'INSERM. Pour te ramener, et te contrôler. Mais ça a marché trop bien. Contrôler? La rage remonta, mais tempérée par la fatigue. Pourquoi? Il sourit, édenté. Pour l'héritage éternel. Mais tu as gagné. Il mourut 2 jours plus tard, seul, emportant ses démons. Était-ce BKCH? Oui, pour lui. Pour moi, une libération, la Renaissance n'était pas divine, mais humaine, une aberration scientifique, comme la France elle-même, terre de lumière et d'ombre. Claire, rédimée par le temps, devint intendante du domaine, une sœur, enfin, forgée dans le feu. Julien pourrissait en cellule, paralysé, écrivant des mémoires que personne ne lirait. La Fondation Fleury, un jeune auteur, fils d'immigrés maghrébins, publia un roman inspiré de mon histoire, gagnant le Goncourt. Ironie, ma vengeance engendrait l'art. Et moi? Je marchais le long des allées de vignes, cueillant un raisin mûr, son jus éclatant sur mes lèvres. La vie post-vengeance était un vin vieilli, complexe, tannique, avec une finale douce. Pas de happy end hollywoodien en France, on sait que le soleil se couche sur la Seine. Mais une paix, chèrement acquise. Telle est ma renaissance, non pas une malédiction, mais un chapitre clos, prêt pour la suite. Dans les cafés de Bordeaux, on murmure encore mon nom. Élise l'a ressuscité. Je souris, commandant un Armagnac. Que disent-ils? Peu importe. J'ai vécu, j'ai tué des illusions, j'ai bu le calice jusqu'à la lie. Et demain, un nouveau millésime attend.